Et ce que je vais vous présenter va paraître un peu artificiel, enfin un peu artisanal par rapport à ce que vous a montré Eric tout à l'heure. On va dire que moi j'ai découvert ISR au moment où Henri est arrivé, donc j'ai vu l'application qu'Eric vous a présentée fonctionner, mais évidemment mon rôle était surtout de traiter l'aspect méthodologique de la rédaction des cahiers des charges, des organes. Donc on n'est pas au niveau de l'exemple qui avait été traité sur la fonction ACC, on est à un niveau plus bas, au niveau des composants qui sont sous-traités à des fournisseurs. Oui, mais ça on l'a fait aussi dans le modèle, c'est surtout que toi tu es dans Alors, la partie textuelle. Oui, moi je suis dans la partie textuelle. Le modèle avait aussi traité ça. C'est simplement au sujet de l'exemple qui avait été présenté que je préfère me situer, on va dire, à un niveau plus bas, au niveau des composants. Donc j'ai travaillé surtout à ce niveau-là. Je vais d'abord avoir ma perception de l'ingénierie système avant de voir ce que j'ai tiré d'ISR dans mon travail de tous les jours pour conclure brièvement. Donc en fait, l'ingénierie système dure depuis 13 ans à peu près, et la plupart des concepts n'ont jamais été proprement définis. Donc on a un flou méthodologique quasi systématique sur la plupart des notions que vous a présentées Henri. La notion d'exigence n'est pas définie, ni la fonction de système, ni la fonction de fonction, ni le produit. Rien n'est clairement et proprement défini, ni dans un document méthodologique de base, ni dans la tête des gens. Donc les gens rédigent les spécifications techniques comme ils peuvent et comme ils sentent. N'oublions pas quand même que les études, c'est 15 000 personnes divisées en plusieurs directions. Donc chaque direction a ses propres habitudes. Le reste, le tout, on obtient un mélange absolument inextricable de tas de choses. Tous les points de vue sont mélangés. Le point de vue des gens du montage, le point de vue des gens de la prévente, quand il y en a un, le point de vue des concepteurs, le point de vue des gens qui vont travailler avec les fournisseurs, etc. C'est un méli-mélo pas possible. Et tu peux passer. Donc le résultat, c'est une impression de confusion à peu près complète dans ce qui est écrit aujourd'hui. Alors les travaux qui sont en cours ne répondent pas aux deux problématiques de base de l'ingénierie système aujourd'hui. Le fait qu'on ne sait pas traiter clairement dans un cadre classique les organes qui jouent plusieurs rôles dans des contextes différents. Et le problème des exigences qui ne sont pas vérifiables quand elles sont issues d'une analyse fonctionnelle interne. Et il n'y a pas de vraie prise de conscience aujourd'hui de cette situation. J'ai travaillé donc uniquement dans la partie spécification des cahiers des charges. Je vais passer. Où j'essaye de retenir deux grandes idées que j'ai piquées à ISR, je l'avoue. La première chose, c'est cette fameuse structuration en 3 niveaux de conceptualisation normée, qu'on vous avait déjà présenté à 2 reprises, que Vincent Brinjon a également exploité. Le niveau de transfert, les descriptions de base, les flux physiques, le niveau protocolaire, la manière dont ces flux physiques sont compris comme des unités logiques de communication, et le niveau sémantique, ce qui donne du sens. Et puis surtout, je dis clairement, il ne faut plus faire d'analyse fonctionnelle interne. Ça n'aboutit qu'à des exigences qui ne sont non vérifiables. Il faut faire des descriptions en boîte noire à partir des points de vue relativisés qui sont en général obtenus par une analyse de cas d'utilisation. Donc quand on fait ça, on va pouvoir mettre de l'ordre là où c'était de la bouillie. On va enfin pouvoir isoler les trous de spécification technique, de caractériser des périmètres physiques qui n'étaient pas très clairs dans la tête des gens. Tu peux passer juste sur le slide d'après où il y a un exemple. Donc, ici on voit par exemple, dans le cas de 2 projecteurs orientables, constitue en fait un système avec un calculateur et les 2 projecteurs avant gauche et avant droit. Donc, à un moment donné, le système qui était entièrement conçu par un fournisseur unique a été coupé en 2 pour essayer de faire jouer la concurrence entre ceux qui réalisent les calculateurs et ceux qui réalisent les projecteurs. Donc on a voulu couper en 2. Le cahier des charges, on en a fait 2. Quand on a rédigé le cahier des charges du calculateur, on s'est rendu compte d'un problème. C'est que l'information entre le calculateur et les projecteurs que l'on souhaite, c'est une consigne d'orientation des feux, en site et en azimut, alors qu'au niveau de transfert, ce qui est transmis, c'est un nombre de pas moteurs, au niveau bas.
Parce que c'est pour des raisons économiques, on ne va pas s'amuser à faire du décodage ici d'une information sémantique. Donc quand on rédige le cahier des charges seul, on a un trou de spécification technique qui apparaît. La bouillie d'origine est devenue du gruyère, ce qui est un immense progrès, ainsi que vous le concevez. Donc là, le fait d'avoir 3 niveaux d'abstraction ou 3 niveaux de conceptualisation permet de simplifier et terriblement l'expression de la couche sémantique. Parce qu'avant, quand on mélange tout en vrac, on va se retrouver avec des exigences très lourdes qui reprennent à chaque fois des couches protocolaires mélangées à du sémantique ou même des flux physiques mélangés aux deux autres. Donc on a des expressions qui peuvent être extrêmement lourdes qui se simplifient. On va mettre 2 fois moins d'exigences, 2 fois moins de pages pour exprimer la même chose. Donc il faut retenir quand même donc, que ce que j'ai fait, c'est au niveau de la méthodologie de rédaction. Mais que Eric vous a montré évidemment qu'on pouvait également avoir des modèles statiques et des modèles dynamiques. Alors, un travail que j'ai effectué de réécriture de spécifications techniques, où par une analyse fonctionnelle interne, on avait 432 pages de documents, 270 pages de sémantique mélangées à un petit peu de protocole. En analyse fonctionnelle interne, ça donne 27 planches d'erreurs répertoriées. Et encore, j'ai mis 4 mois pour comprendre le spec avec l'aide du rédacteur, qui avait mis 8 mois à rédiger son document, et qui est parti depuis, puisque c'était un consultant externe, et que maintenant plus personne n'est capable de comprendre ce qui a été rédigé. Si tu ouvres simplement le premier Excel, on peut juste voir ce que donne l'analyse fonctionnelle interne au-delà d'un certain degré de complexité. Il y a 5 diagrammes comme ça empilés les uns sur les autres, qui communiquent des flux physiques. Et ce n'est pas censé être de la conception, ça, c'est censé être de la spécification. C'est-à-dire que c'est le comportement que l'on voudrait que le fournisseur fasse de notre boîtier, mémorisation siège, des positions du siège. Inutile de dire qu'un fournisseur qui reçoit ça, il a 2 solutions. Soit il essaye de comprendre le besoin, et tout de suite, la consommation d'antidépresseurs dans la région augmente. Ou, deuxième hypothèse, la plus raisonnable que font tous les fournisseurs, il se sert de ça pour caler son armoire, il fournit son produit, sachant très bien que de toute façon, PSRA sera incapable de vérifier ce qui a été spécifié. C'est ce qui s'est passé pour le boîtier de mémorisation siège, puisque on ne sait pas aujourd'hui comment marche le véhicule. Quand on veut poser des questions à celui qui est chargé du produit sur certaines phases de vie un peu particulières, il dit « Ah ben ça je ne sais pas, il faudrait voir sur le véhicule ce que ça fait ». Donc en fait, en 2 mots pour conclure, quand on applique ces 2 principes, tiré d'ISR, la bouillie devient du gruyère, et ce qui est quasiment soulageant puisqu'on va pouvoir boucher petit à petit les trous qui ont été localisés. Au moins en tout cas on sait où il y a des trous, les tests qu'on ne pourra pas faire, et on sait les tests qu'on va pouvoir faire. On a une idée de la couverture du fonctionnel, assez vague, assez macroscopique. Et on a même une idée, parfois, d'un quelque chose qu'on ne sait absolument pas vérifier. Ce que personne n'osait dire avant. Puisque quand on a un trou complet, même pour des organes relativement simples, j'ai fait un petit groupe de travail, pas plus tard que le mois dernier, sur les commandes sous volant. On a vu l'aspect dans l'état où elle est aujourd'hui. On a trouvé une fonction de transfert d'entrée, une fonction de transfert de sortie, une couche protocolaire de sortie, et rien au niveau sémantique entre le transfert d'entrée, les données, les flux d'entrée, et puis la couche protocolaire de sortie. C'est-à-dire qu'en réalité, le produit n'est même pas testable. Une simple commande sous volant. Une mallette rotative à 6 positions, on ne sait absolument pas la vérifier. Donc c'est quand même quelque chose qui permet de savoir où on en est. Donc c'est quand même, il faut le dire, quelque chose qui peut faire peur a priori. C'est vrai que les niveaux de conceptualisation, l'abandon de la FI, le fait de raisonner par vue relative, ça peut faire peur a priori. Si on en fait l'effort intellectuel de s'y mettre, c'est quand même un soulagement au bout d'un certain temps parce qu'on a enfin le sentiment de savoir où on va. Et donc ça, c'est quand même important. Sans même utiliser aucun outil informatique, dans un premier stade où on est au niveau purement des règles méthodologiques de base.
j'ai travaillé uniquement dans Word. Et c'est ce que je préconise encore de faire aujourd'hui, là où je peux, puisque enfin, c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui, mais c'est déjà quelque chose. Donc c'est ça sur lequel je voulais insister. Donc les décideurs, et ça c'est un point important, peuvent être aussi bloqués parce que appliquer ISR, ça demande quand même de repenser souvent les organisations. La méthode demande à être pensée, il demande des spécialistes et aussi des utilisateurs qui sont moins formés, mais demande un effort de formation, demande aussi à ce qu'on repose parfois certaines organisations. Donc si on veut suivre un bon chemin, on ne peut pas se donner plusieurs nords à la fois. Il faut choisir une voie ou il faut choisir une autre. La voie des conceptualisations relativisées n'est pas un choix innocent, c'est un choix qui engage totalement. Ça ne veut pas dire qu'il doit être décliné immédiatement, partout, en même temps, au même moment. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où cette voie est choisie, elle s'impose comme référence, comme direction dans laquelle on en va. Et typiquement, les problèmes auxquels on a été confrontés surgissent quand on dit « Ah oui, mais je veux faire en même temps de l'analyse fonctionnelle, mais je veux faire en même temps ceci, mais je vais faire en même temps cela », ce n'est pas possible. Pour savoir si on va dans une bonne direction, il faut se donner un repère. Une branche peut être d'un arbre ou d'un autre, elle ne peut pas être de deux arbres à la fois.